d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de me suivre pendant une journée de travail d'artiste indépendante et plurielle, pendant que je vous partage, comme chaque mois, mes réflexions, mes favoris, mes inspirations culturelles, mes créations, ce genre de choses. Et ce matin, ce que je me suis dit en préparant mon petit rituel de début de journée avec mon bullet journal, ça m'a fait penser au livre que je suis en train de lire aujourd'hui, en ce moment, qui s'appelle Effortless par Greg McKeown. Il parle de la différence entre les habitudes et les rituels, et je pense qu'on en reparlera dans une vidéo dédiée. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en gros, une habitude, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est le quoi, et le rituel, c'est comment on le fait. Et ça me fait penser à ce que j'avais raconté il y a plusieurs semaines maintenant dans un vlog à propos de l'environnement propice à une vie sereine. Le fait de se créer un environnement agréable pour que le moment soit plus sympathique, plus serein, plus joyeux. Et j'ai l'impression que c'est ça ce que Greg McKeown appelle un rituel par rapport à une habitude. Et je me suis rendu compte que j'ai déjà mes petits rituels, comme par exemple le matin, lorsque je m'installe, je choisis une jolie tasse de thé. Ensuite, j'allume de l'encens et je choisis un encens de qualité, parfumé, qui n'a pas de bâton de bambou dedans pour que ça ne crée pas de mauvaise fumée. J'allume une bougie. Je sors mon carnet de bullet journal qui est un joli carnet associé à la saison. Donc en ce moment, c'est un carnet, je crois que c'est un Archer & Olive celui-là, avec une abeille dessus pour faire penser au printemps. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser de la papeterie créative, des feutres colorés, des jolis stickers, etc. pour préparer ma journée. Parce que justement, l'habitude, c'est de m'installer à mon bureau pour noter la liste de tâches et l'agenda du jour, qui est quelque chose que je pense que la plupart des adultes font en début de journée, vous voyez, que ce soit pour le travail ou pour la maison. Et le rituel, c'est de le faire d'une manière qui est agréable au lieu d'être simplement une obligation. Et je pense que le fait d'utiliser des jolis carnets, de la jolie papeterie, ça fait partie de ce rituel. Donc voilà ce que j'ai en tête ce matin pendant que je commence ce vlog. Et donc là, je vais revenir à ma préparation de journée et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de mes réflexions du mois.
coup, c'est aussi ce rituel-là quotidien qui m'amène à conscientiser des réflexions un peu plus globales que je peux avoir en tant qu'être humain, en tant qu'artiste indépendante, en tant qu'adulte, en tant que professionnelle, en tant qu'épouse, en tant que sœur, fille, etc. Ça dépend. C'est parfois des réflexions qui sont très professionnelles ou créatives et des fois des réflexions qui sont très personnelles. Et donc ce mois-ci, pour faire le lien avec cette fameuse vidéo de point du mois, alors il y a plusieurs choses qui m'ont occupé l'esprit. La première, c'est les habitudes, justement, habitudes, rituels, comment est-ce qu'on fait durer ça dans le temps, etc. Mais ça, on en reparlera dans des contenus d'avril, puisqu'il y a un vlog qui s'en vient autour des habitudes anti-sédentarité. Et puis le podcast le Bulle Nomade d'avril concerne également les habitudes durables. Maintenant, en mars, un autre sujet qui m'a beaucoup occupé l'esprit et qui était l'objet de la Bulle Nomade qui est sortie au mois de mars. Donc si vous ne le savez pas, je tiens un podcast qui s'appelle Bulle Nomade, que vous pouvez aller voir sur votre application favorite de podcast en tapant Bulle Nomade. Et donc l'épisode de ce mois-ci, c'était sur l'imparfait et la culture de l'urgence. Parce que je me suis rendu compte, je travaille beaucoup sur mon rapport au temps cette année, de toute manière en 2023. Et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes là-dessus, comme des mauvaises herbes dans mon jardin intérieur, quelque part, qui m'amènent à penser par défaut qu'il faut que je me dépêche, qu'il faut que je fasse vite, etc., plutôt que de profiter du moment, et qui m'amènent à être tellement focalisée sur un but, un objectif, quelque chose à atteindre, que je finis par me détacher non seulement du plaisir du quotidien, mais aussi de mon intention initiale, de mon intention créative quelque part, alors que l'une de mes graines principales, j'ai 2 graines principales que je cultive en 2023, et l'une d'entre elles, c'est de m'aligner avec mon intention créative. Et en fait, ce mois-ci, il s'est passé un événement, un refus que j'ai reçu de quelque chose où j'étais persuadée qu'il n'y aurait aucun problème en tant que maison d'édition. Et ça m'a... En fait, c'est le genre d'obstacle où en fait, quand vous êtes parti dans une direction à pleine vitesse et que vous avez d'un seul coup un mur qui arrive, vous êtes obligé de freiner d'un coup et qui permet de... comment dire, comme de se réveiller et de se dire attends, mais où est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un obstacle devant moi? Et puis du coup, pourquoi est-ce que je cours vers là? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais repartie dans ce travers-là, de courir vers des objectifs qui en plus sont pas forcément les miens. C'est-à-dire que je suis vraiment partie dans un truc, une maison d'édition de littérature de l'imaginaire doit atteindre ça, ça, ça et ça. C'est fou comme c'est difficile en fait de se détacher du il faut, on doit. C'est-à-dire que déjà moi en tant que personne, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai dû faire tout un travail pour me détacher du « il faut être en CDI, on doit être salarié, c'est ça la réussite sociale, professionnelle, personnelle, etc. » Ensuite, lorsque je me suis lancée à mon compte, j'ai dû me détacher du « il faut, on doit » quand on est freelance, faire ceci, faire cela, avoir X clients, etc., etc. pour me dire « bah non, je vais me développer en tant qu'artiste indépendante, je vais me soutenir financièrement avec une activité de communication, parce que c'est mon expertise professionnelle, pour pouvoir me développer en tant qu'artiste indépendante, devenir une autrice professionnelle, etc. » Ensuite, une fois autrice professionnelle, il a fallu que je me détache des « il faut, on doit », genre les vrais auteurs doivent soumettre à des maisons d'édition, signer des contrats éditoriaux, être reconnus par tout cet écosystème, finalement montrer patte blanche devant ce château qui accepte ou pas d'ouvrir ses portes, etc. Et il a fallu encore une fois que je freine et que je me dise, mais attends, comme le salaire, CDI, stage CDI, CDI, machin, c'est encore une espèce de chemin dans lequel on me dit d'aller en tant qu'autrice, mais je peux tracer ma route, je peux m'aligner avec mon intention personnelle, avec mon ancrage personnel, avec moi, quelles sont mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est comme ça que encore une fois, je me suis sortie de cette ornière-là en me disant, bah non, je vais créer ma maison d'édition. Et je vais à la fois diffuser mon art à moi de manière indépendante pour garder le contrôle à la fois sur mon art lui-même, mais aussi sur les valeurs que je cultive, les partenaires avec lesquels je travaille. Par exemple, avec la papeterie, je tiens un maximum à ce que ce soit des partenaires
au mieux français, au pire européen. Là, pour la collection Café Litté avec Camille, on vient de trouver un imprimeur à la demande qui imprime les livres en France, et c'était hyper important pour moi. Et ça, c'est des décisions qu'on peut prendre que si on est entièrement indépendant. Et du coup, j'avais pris cette décision de... Après, peut-être que je soumettrai un jour des manuscrits à nouveau, parce que j'ai des nouvelles qui sont publiées à compte d'éditeur chez d'autres éditeurs en tant qu'autrice, mais peut-être qu'un jour je soumettrai à nouveau des textes plus longs à des éditeurs, si c'est des textes dont la ligne ne correspond pas à Café aux étoiles, si j'ai envie de tester une autre forme de partenariat, parce que ça peut être intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... Je veux que ce soit guidé par une intention personnelle, créative, artistique, par un but qui est le mien, et non pas par le fait qu'on nous dit que le chemin à suivre, ce qu'il faut faire en tant qu'auteur-autrice, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant que j'ai monté ma maison d'édition, que ça fait un peu plus d'un an qu'elle existe, que j'ai lancé toute la partie illustrative, aquarelle, papeterie créative, boutique en ligne, etc. En 2023, je m'occupe de la partie littéraire de la maison d'édition. Et je me suis rendu compte que je me suis encore prise dans ce truc-là à vouloir faire comme tous les éditeurs, micro-éditeurs de l'imaginaire, qu'il faut aller à tel et tel salon comme tout le monde, qu'il faudrait soumettre les romans à des prix comme tout le monde, qu'il faudrait utiliser le même imprimeur à la demande que tout le monde. Et je me suis dit, mais je me suis à nouveau retombée dans ce truc de, comment dire, de l'espèce de ruisseau employé par tout le monde, plutôt que de me demander moi ce que j'ai envie de faire. Et je pense que ça, c'est aussi quand on va trop vite. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le temps de m'ancrer et de me demander quelles sont mes valeurs, quelle est mon intention créative, donc en l'occurrence dans la création de la maison d'édition, quel est mon alignement à moi, quelle est mon éthique à moi, au lieu de prendre le temps de me demander ça et de prendre le temps du coup de sélectionner une direction et de venir expérimenter dans une direction qui me correspond, j'essaye d'aller trop vite. Et blâme, je tombe dans le « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça » et je me retrouve en mode semi-automatique à suivre un chemin qui est un peu le chemin par défaut parce que c'est ce que fait tout le monde plutôt que de suivre mon chemin à moi. Et ce que je veux dire par là, ça c'est un truc dont j'ai pas parlé dans le podcast, c'est un truc dont j'ai pris conscience quand j'ai reçu ce refus complètement inattendu qui a été un peu un retour sur terre aussi du milieu littéraire et de ce qu'on peut en attendre, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça c'est un autre défaut de la culture de l'urgence. C'est que quand on veut se précipiter jusqu'à un objectif, non seulement on profite pas du chemin, c'est ce dont je parle dans le podcast, mais en plus de ça, comme on se précipite, on prend pas le temps de se demander si c'est le bon chemin en fait. Et on prend pas le temps de se demander si c'est le bon objectif. Et du coup, parfois ça fait du bien d'avoir des difficultés, ça fait du bien d'avoir un gros caillou sur le chemin sur lequel on est en train de courir comme un taré. Parce que ça permet de peut-être aussi de se réveiller un peu, de ralentir un peu et de prendre le temps de se demander, attendez, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi-même? Et là, je vous en parle en tant que maison d'édition, comme un rappel que cette collection littéraire, j'ai envie de la construire selon mes termes, selon mes valeurs, en étant respectueuse à la fois des lecteurs et des lectrices, des futurs auteurs et autrices avec qui on va collaborer, et rester vraie aussi avec ma valeur d'indépendance. C'est-à-dire que je choisis avec qui je travaille. Et c'est quand même cette idée de pas montrer patte blanche devant quelqu'un qui essaye d'établir une relation hiérarchique, mais de collaborer d'égal à égal, en tant que partenaire, avec bienveillance, dans un esprit de coopération. Quand on est indépendant, quand même, le plus gros avantage, c'est de choisir avec qui on travaille et de choisir comment on travaille. Donc ça a été un bon rappel de ça, et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, vos loisirs, la vie créative, quelles que soient les décisions que vous prenez et les objectifs que vous avez, pensez à, au lieu de courir le plus vite possible vers un objectif, prendre le temps, c'est aussi prendre le temps de s'ancrer en soi, de s'ancrer avec notre alignement, nos valeurs, et de se demander, est-ce que c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller, moi ? Non pas que il faut, mais qui me fait plaisir moi, qui est aligné avec moi, qui me donne du sens à moi. Comme on dit, je sais plus qui a sorti cette métaphore qu'on trouve dans beaucoup de contenus, notamment dans la reconversion professionnelle et tout, vaut mieux être en bas de l'échelle qu'on a envie de gravir
plutôt que d'être en haut d'une échelle qu'on n'a pas envie de gravir. Et Café aux étoiles, j'ai envie de développer cette maison d'édition en alignement avec mes valeurs et avec les valeurs communes que vous partagez, que partage l'écosystème qu'il y a autour en fait. Les fournisseurs, les auteurs et autrices, les artistes, les lecteurs et les lectrices. J'ai envie de... Même si je suis tout en bas de l'échelle parce que c'est encore une micro maison d'édition, je préfère être en bas de cette échelle-là plutôt que d'aller faire des ronds de jambes vers certaines choses et certaines valeurs qui me correspondent pas, même si ça ferait peut-être grandir ma maison d'édition plus vite, ou peut-être si ça me ferait donner une notoriété plus rapidement dans certains milieux. Mais non, je préfère monter mon échelle à moi. Et voilà, un grand rappel que j'ai eu en mars 2023. Voilà comment commence maintenant ma journée de travail. J'ai sorti l'ordinateur. Vous voyez que ma routine du matin elle est plutôt analogique avec le bullet journal, avec le parle-singe. Et ensuite, c'est un peu le marqueur du début du bloc de travail matinal. C'est le moment où je sors mon ordinateur. Et ce matin, en termes de création, mon créneau va consister à avancer les corrections de l'Office des enquêtes discrètes, tome 1, On parie, qui est de la science fantasy à la Jane Austen avec de la magie et des enquêtes un petit peu cosy. Et ça me donne l'occasion de vous dire 2 mots sur où est-ce que j'en suis dans mes créations au mois de mars, et notamment en termes d'écriture. On se parlera de la partie illustrative cet après-midi, lorsque j'imprimerai les ventes, enfin la papeterie qui a été vendue la semaine dernière avec la vente de printemps. Donc là en termes d'écriture, donc j'avance toujours les corrections. J'ai toujours mon petit carnet qui me permet de noter les corrections donc, de l'Office des enquêtes discrètes. Donc je continue à garder le lien, elle fait 8 chapitres la novella, je suis en train de corriger le chapitre 3. Donc je pense qu'il y en a encore pour au moins 2 cycles avant que les corrections soient terminées et que je puisse l'envoyer en toute dernière relecture pour les alpha et bêta lectrices et lecteurs qui souhaitent relire la version finale pour me faire quelques dernières remarques. Et le but c'est qu'ils sortent, on parie, je l'ai prévu à la sortie cet automne. Ce sera la sortie de début d'automne de Café aux étoiles. Donc ça c'est une première chose, j'ai continué à avancer les corrections. Et une deuxième chose que j'ai faite ce mois-ci, qui n'était pas du tout prévue, et ça c'est la beauté en fait finalement de laisser les options ouvertes à mon inspiration. Et pendant la phase créative en fait, si je laisse l'espace pour ça, y a des idées qui vont ressortir. Comme si en fait il y avait un peu une germination sous l'inconscient de certaines idées une fois que j'ai soulevé des problèmes, que je m'inspire, que je nourris le chaudron, etc. Et à un moment donné, l'idée elle est prête et la graine elle pousse. Tout comme quand en hiver les graines elles restent dans la terre, elles font leurs racines de manière invisible et puis d'un coup on se lève un matin et il y a une jeune pousse. Et là c'est un peu ce qui s'est passé avec Prime d'Obsidienne. Donc Prime d'Obsidienne c'est le projet que j'ai lancé lors du Slow Raimo 2022. Vous pouvez aller voir les vidéos là-dessus puisque j'ai tiré au sort en vidéo en direct des paramètres aléatoires qui formaient la base de ce texte. Et donc j'avais fait un premier plan avec un plot embryo sur les personnages. J'avais commencé à écrire en novembre dernier et je m'étais arrêtée parce que j'avais bloqué. Justement parce que je me sentais pas alignée avec mon intention créative. Et entre-temps, depuis le mois de décembre du coup, j'ai lu des space opéras d'aventure pour nourrir mon chaudron dans ce domaine-là, puisque Prime d'Obsidienne c'est un space opéra d'aventure. J'ai lu aussi des romances paranormales dans différents genres, de la fantasy, de l'urban fantasy, de la science-fiction, parce que l'autre contrainte de ce projet c'était que je voulais que ce soit de la romance paranormale, enfin de la romance de l'imaginaire. Donc du coup j'ai plutôt nourri le chaudron pour justement nourrir cette fameuse graine pour qu'elle prenne racine et que je commence à avoir des idées. Et un autre truc qui m'a aidée, je sais plus sur quel contenu je vous en ai parlé, mais j'ai découvert un podcast qui s'appelle Creative Pep Talk, je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo du mois dernier de Point d'Artiste, et dans un des épisodes de ce podcast, il parle du flow en fait, ce qui crée
le fait qu'on est perdu dans la création et qu'on a une vraie satisfaction dans l'acte créatif, dans le processus créatif, puisqu'en 2023 j'ai envie de revenir sur le moment présent, sur le processus, donc je me suis vachement intéressée à ça. Et un des points qu'il a soulevé que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que pour continuer à avoir cet engouement, cet enthousiasme de créer, c'est que faut pas que ce soit trop difficile, mais faut pas que ce soit non plus trop facile. Et que si on tombe dans une espèce de routine, dans une espèce de zone de confort créative, on finit par s'ennuyer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu. Surtout que maintenant, aussi bien côté écriture qu'illustration, je commence à avoir plusieurs années d'expérience. La technique de base, je commence à la maîtriser. Je commence à connaître aussi mon style. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui peut créer. C'est pour ça d'ailleurs que pour Prime d'Obsidienne, j'avais décidé de m'atteler à un genre que je connais pas, à savoir la romance de l'imaginaire, et de tirer des paramètres au sort, un peu pour redonner du peps à la création. Et du coup, ce que Andy G. Pizza, le gars qui tient le Creative Pep Talk, disait, c'est que pour résoudre ce problème-là, on est trop dans notre zone de confort et qu'on s'ennuie un peu, la solution, c'est de mettre une difficulté, mais une seule petite difficulté. C'est-à-dire de pas d'un seul coup vouloir faire quelque chose qui est complètement hors de portée, mais de rajouter une petite chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi de faire en écriture, et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment je l'ai fait aussi en illustration. D'identifier grâce aux bêta lectures les différents points qu'il faut que j'améliore, et identifier grâce à mes lectures, moi en tant que lectrice, les choses que j'aime et que j'ai envie de mieux savoir faire, et en choisir une à la fois par projet. Donc là, sur les corrections de On Paris, ce que j'ai intégré de choses qu'il faut que j'apprenne, c'est à rendre l'histoire plus crédible en prenant tous les points de vue en compte. C'est-à-dire que même si l'histoire n'a qu'un seul point de vue, dans On Paris, on suit l'histoire donc de cette magicienne aristocrate qui devient enquêtrice qui s'appelle Iléa, et il n'y a que son point de vue à elle. Tous les chapitres sont de son point de vue à elle. Et un des retours que les bêta lecteurs m'avaient fait, c'était que du coup on se demande un petit peu pourquoi les autres personnages sont là à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient pas dû découvrir certains indices plus tôt, et du coup pour les corrections là, j'ai appris une nouvelle chose qui est de faire une petite liste à points de la timeline en fait, de la frise temporelle de l'histoire, mais du point de vue d'autres personnages que mon héroïne. Donc de personnages secondaires qu'elle recroise régulièrement, du point de vue de l'antagoniste par exemple. Alors c'est pas des choses qui vont se rajouter dans le texte, je vais pas rajouter le point de vue dans le texte, on va garder les 8 chapitres du point de vue de l'héroïne, mais le fait de faire l'exercice de dérouler l'histoire du point de vue de quelqu'un d'autre, notamment du point de vue de Lord Leto d'Arvelli, qui est un personnage qui les croise plusieurs fois et qui commence comme un suspect de l'enquête. Et je vous dis pas ce qu'il devient après parce que je veux pas vous spoiler. Mais du coup j'ai fait l'exercice de refaire tout le déroulé temporel de l'histoire de son point de vue à lui. Et effectivement je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas logiques. Qu'est-ce qu'il fait là alors qu'en théorie l'information il l'a déjà depuis une semaine. Donc voilà, avec On Paris, j'ai appris à faire ça. Et avec Prime d'Obsidienne, j'ai intégré une nouvelle chose que j'ai envie de faire. C'est que, encore une fois, un des défauts que des bêta lecteurs et lectrices m'ont fait ressortir dans différents textes depuis que je fais bêta lire mes textes, depuis 7 ans, c'est que les choses ont tendance à être trop faciles pour mes personnages. Comme je préfère des choses lumineuses, des choses un petit peu cosy, j'ai souvent du mal à faire rencontrer trop de difficultés à mes personnages, et même si j'ai toujours l'intention d'écrire des choses lumineuses et qu'il va pas leur arriver d'un seul coup des horreurs insurmontables, c'est vrai que c'est quand même un problème quand, en tant que lecteur ou lectrice, on a l'impression que tout est trop facile pour les personnages. Et par le passé, la manière dont je préparais mes textes avant de les écrire, c'était d'avoir en gros une petite liste à points assez simple de petit 1, Bob va sur planète A, petit 2, Bob rencontre Bobette, petit 3, Bob interroge machin et apprend information X. Et en fait le problème d'avoir cette ligne à points très linéaire, c'est que ça fait une histoire très linéaire où il n'y a pas de problème. Et du coup pour le plan de Prime d'Obsidienne que j'ai écrit en mars, j'ai testé un nouveau système. Au lieu d'avoir juste Bob va sur planète A, j'ai décidé de diviser ça en 3. Ce que Bob veut faire, les complications que Bob rencontre, et comment ça se résout, comment ça se termine, où finit Bob au final. Et du coup, si moi en tant qu'autrice, je veux que Bob aille sur planète A, au lieu de juste marquer Bob va sur planète A, je vais marquer Bob veut aller sur planète D. Mais il est arrêté par la douane à la sortie de la porte stellaire,
et les autorités l'obligent à atterrir sur planète A. Donc au lieu, vous voyez, d'avoir un seul truc qui est finalement le plan d'autrice, Bob va sur planète A, vous avez le plan du personnage, Bob veut aller sur planète D, la complication, mais la douane l'arrête à la porte stellaire. Et la situation finale, du coup Bob se retrouve sur planète A. Donc moi en tant qu'autrice, j'ai quand même emmené Bob là où je voulais, donc sur planète A, mais au lieu que ça ait l'air facile et linéaire, ça se fait avec une difficulté, avec quelque chose d'inattendu, et ça permet, j'espère en tout cas, de rendre l'aventure un peu plus intéressante, un petit peu plus palpitante. Voilà donc ce que j'ai fait côté écriture ce mois-ci. Et sur ce, je vais vous laisser et je vais me remettre à mon bloc de temps de travail matinal. Avec mon bloc de temps de travail matinal terminé, avant de me remettre à ma petite pause lecture, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu des découvertes et inspirations du mois de mars côté culturel et compagnie. Je vais commencer par un truc que j'ai découvert, un site de recettes de cuisine qui est en anglais, mais en fait vous pouvez très bien appliquer Google Traduction ou un truc comme ça sur la page pour pouvoir le lire en français si nécessaire, puisque du coup c'est un site avec des articles où il y a les recettes. Donc le site s'appelle Minimalist Baker, et l'idée c'est justement d'avoir des recettes à partir de peu d'ingrédients qui sont simples à faire, et je crois que maintenant c'est assez omnivore, mais à l'origine c'était vachement basé sur les légumes. Côté film, j'ai enfin vu Glass Onion, qui est la suite plus ou moins, ou en tout cas un autre film dans l'univers de À couteau tiré. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'avais vu au cinéma à l'époque et je l'avais adoré. C'est une sorte de cozy mystery avec un côté un peu humoristique, et en même temps les scénaristes sont excellents pour comprendre et détourner les codes du genre whodunit, vous savez, le genre un peu Hercule Poirot, Agatha Christie, vous voyez. Et le détective s'appelle Benoît Blanc, il est joué par Daniel Craig, qui joue un peu au con, là. Il a un accent, quand vous le regardez en VO, il a un accent de Louisiane qui fait un peu accent, comment dire, accent américain populaire. On a l'impression qu'il est un peu en dehors de son univers, etc. Et en fait, il est hyper malin, il est hyper observateur et il arrive à clouer le bec aux gens. Et ce que je trouve vachement bien avec ces deux films, il y avait À couteau tiré puis Glass Onion, c'est qu'ils arrivent très bien à... Les scénaristes arrivent très bien à nous surprendre en fait, en jouant vraiment sur les codes du genre. Je peux pas tellement vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais après À couteau tiré, qui était très très malin, je m'étais demandé est-ce qu'ils vont arriver à trouver un truc sans que ça fasse répétitif avec Glass Onion, et je trouve qu'ils ont très bien réussi le coup. Ensuite, des bouquins. Alors, une première chose, comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, j'ai lu pas mal de space opéra d'aventure pour nourrir le chaudron par rapport à Prime d'Obsidienne, qui sera un space opéra d'aventure. Et je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de sous-genre, une espèce de niche qu'ils appellent Space Fantasy. J'en avais pas entendu parler avant, ou en tout cas si j'en ai entendu parler, j'ai oublié. Et en gros, le principe de la Space Fantasy, c'est que c'est un genre où la crédibilité scientifique on en a rien à foutre. C'est vraiment de la fantasy dans l'espace. Et en fait, finalement, la franchise la plus connue dans le genre, c'est Star Wars. Puisque vous avez des chevaliers de Jedi qui se battent quand même avec des sabres laser, donc on a quand même des chevaliers avec leur épée. On a des mercenaires, on a une princesse, on a de la magie avec la force. Et en fait, c'est ça la Space Fantasy. C'est un univers qui est plutôt de la fantasy, donc avec des choses inexplicables, avec de la magie, les aliens qui sont finalement un peu comme des elfes, des nains, des choses comme ça, qui sont des créatures autres, non humaines, avec lesquelles on interagit, avec des différences culturelles, où on imagine des cultures qui n'ont rien à voir, avec la différence qu'au lieu de se passer simplement sur une planète un peu médiévale, un peu reculée technologiquement, la différence c'est que ça se passe dans l'espace, où il y a des vaisseaux spatiaux, où il y a de la technologie moderne, où il y a des planètes, où il y a des aliens. Après, chaque auteur et autrice imagine ce qu'il ou elle veut, mais j'adore cette idée de liberté créative et de liberté imaginative, de faire de la fantaisie dans l'espace, où en fait on invente ce qu'on veut, comme on veut, et on s'emmerde pas avec de la crédibilité scientifique.
Et ce qui m'amène à une trilogie que j'adore. J'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai lu le tome 2 au mois de mars. Et c'est bien possible que je vous ai déjà parlé du tome 1 dans le passé. C'est une trilogie qui s'appelle Consortium, The Consortium Trilogy par Jessie Mihalik. Le tome 1 s'appelle Polaris Rising et je l'avais lu, je sais plus quand, cet hiver. Et là au mois de mars, j'ai lu le tome 2 qui s'appelle Aurora Blazing. Et le tome 3 dont j'ai perdu le nom est dans ma liseuse pour être lu courant du printemps. Et donc pour moi ça rentre un petit peu dans cette space fantasy parce que c'est du space opéra, mais il y a un consortium de familles nobles qui possèdent toutes les brevets des technologies, etc., qui fabriquent les vaisseaux spatiaux, qui tiennent en gros toute l'économie entre leurs mains. Et du coup c'est des bouquins dans lesquels il y a beaucoup d'intrigues politiques comme dans la fantasy en fait. Là dans Aurora Blazing que j'ai lu en mars, l'héroïne elle va, on dirait du Jane Austen dans l'espace quoi, elle va faire des goûters avec du thé avec les autres femmes non mariées de l'aristocratie, il y a une espèce de saison sociale, etc. Et en même temps, il y a tout un truc d'aventure avec du hacking, avec des technologies très très à la pointe, qui sont un peu l'équivalent des artefacts dans la fantasy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a un bracelet qui sert de bouclier. On pourrait très bien imaginer d'un truc de fantasy où le héros, il a un artefact magique qui fait bouclier, vous voyez, c'est exactement pareil. Et après, il y a tout un tas d'aventures, tout un tas de coups politiques, de découvertes, de choses comme ça. Il y a un petit peu de romance aussi. Cette trilogie-là, en fait, a 3 héroïnes différentes, c'est 3 sœurs. Donc chaque sœur est l'héroïne d'un tome, et il y a aussi une histoire d'amour dans chaque tome. C'est pour ça que je l'ai lu, par rapport à Prime d'Obsidienne, qui sera aussi un space opéra d'aventure avec de la romance. Mais voilà, ça me donne l'occasion de vous parler de ce sous-genre space fantasy, et de cette trilogie Consortium. Je vous mettrai le lien... du coup vers Polaris Rising, le tome 1 de la trilogie dans les notes de l'émission, enfin les notes de la vidéo, avec, comme je fais tout le temps là sur Goodreads, la liste de toutes les éditions existantes pour que vous puissiez voir rapidement au moment où vous voyez cette vidéo si une traduction française existe ou pas. Une série qui s'appelle The Others par Anne Bishop, qui est une série d'urban fantasy et aussi de l'Uchronie, c'est-à-dire que c'est une terre parallèle où les autres, donc qui sont des change-formes, des vampires, des élémentaux, etc., ont toujours vécu avec les humains et ont toujours gardé le pouvoir sur la planète en fait, et c'est les humains qui louent les terres et qui vivent selon le bon plaisir des autres. Et donc là j'ai lu 3 tomes, j'ai le tome 4 dans ma liseuse que je vais lire sûrement au mois d'avril ou au mois de mai, parce que j'aime beaucoup le personnage de Meg. Et donc en gros on suit une héroïne qui s'appelle Meg Corbin, qui est une blood prophet, donc une prophétesse de sang, qui peut avoir des visions, mais il faut savoir les déchiffrer, et qui est obligée de se tailler en fait la peau pour pouvoir avoir des visions. Donc ça crée plein de problèmes. Justement, ça fait une magie que je trouve très équilibrée, parce que c'est puissant d'avoir des visions, mais en même temps le prix qu'elle paye il est énorme, parce qu'en plus soi-disant qu'une fois qu'elle atteint 1000 coupures, ça va la tuer. Donc ça met en jeu sa vie, ça met en jeu sa santé, et en plus de ça, faut savoir les interpréter. Donc j'ai trouvé ça intéressant dans le terme où quand on crée de la magie, il faut aussi créer un prix à payer. Mais ce que j'aime le plus dans cette série, c'est le rapport entre les enjeux globaux de toute la série et les enjeux immédiats d'un tome. Elle arrive très bien, je trouve, à faire l'équilibre entre le côté saga et le côté tome indépendant qui a une intrigue qui se boucle. Parce que moi, avec le temps, j'en ai marre des sagas façon Game of Thrones, vous savez, Trône de Fer, qui d'ailleurs n'a jamais été fini. Le type, vu qu'il a fait la série HBO et compagnie, n'a jamais fini ses bouquins, et c'est hyper frustrant. Qui sont des sagas où, en gros, finalement, il y a un seul arc narratif. Il n'y a pas vraiment, il y a des petites choses qui se terminent, des gens qui meurent, etc. Mais vous n'avez pas d'arc narratif d'un tome. C'est une grosse histoire qui avance, et la fin d'un tome, c'est un arrêt brutal au milieu de l'arc narratif qui donne envie de lire le bouquin suivant. Et en fait, moi j'en ai un peu marre en tant que lectrice de ce genre de fonctionnement-là. Et dans la série The Others, je trouve qu'Anne Bishop, elle a un bon équilibre, parce que chaque tome a sa propre aventure, enquête, problématique, qui se résout à la fin du tome, où du coup il y a quand même une satisfaction d'avoir une histoire qui se termine, d'avoir un arc narratif qui se conclut. Et en même temps, elle arrive à créer des enjeux sociaux qui sont plus grands que les personnages, mais où en gros ce que vivent les personnages d'un tome à l'autre a quand même un impact sur ces enjeux globaux, qui donnent envie de lire la suite de la série. Et j'ai trouvé que c'était un équilibre hyper intéressant. Et donc là dans le tome 3, l'enjeu personnel c'est... il y a un meurtre en fait. Une nana qui est retrouvée morte,
et où on se demande ce qui s'est passé, sa gamine qui se retrouve dans le train, qui se retrouve dans la ville où habite Meg, et du coup il y a tout un mystère à résoudre, qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué la nana, pourquoi la gamine elle est toute seule dans le train, etc. etc. Donc ça c'est intéressant, puis ça se résout à la fin du tome, on sait ce qui s'est passé à la fin du tome, donc il y a quand même une satisfaction. Et en même temps, la trame principale, enfin la trame globale, c'est qu'il y a tout un groupuscule raciste anti-autre qui émerge au sein des humains et qui commence à y avoir de la ségrégation, les humains qui aiment les autres commencent à se faire virer de leurs apparts, se faire virer de leur job, et ça commence à énerver les autres. Et en fait on comprend à travers Meg, donc l'héroïne qui habite avec des autres en fait, elle est liaison humaine avec les autres, du coup elle voit les deux côtés de l'histoire, puis les autres humains, personnages secondaires qui font un peu le lien entre les deux, il y a un inspecteur de police avec ses subordonnés qui font le lien aussi entre les deux. Bah, on remarque que c'est une situation qui est en train de devenir explosive, parce que les humains sont de plus en plus agressifs, mais la balance des pouvoirs elle est dans le camp des autres, et si les autres décident que les humains font trop chier, et ben les humains pourraient être complètement exterminés du continent en fait. Et du coup il y a cette espèce de tension générale qui est pas très urgente, puisque c'est un truc tellement global que les personnages ils peuvent rien y faire dans l'immédiat, mais qui permet d'avoir une sorte de tension qui évolue petit à petit au fil des tomes, qui donne envie de lire la série, même si on a une satisfaction à la fin de chaque tome. Voilà pour ce qui m'a inspiré au mois de mars 2023. Pour terminer la journée et la vidéo, je suis remontée sous la verrière parce que la lumière est quand même vachement mieux que dans le bureau. Et du coup je vais terminer pour vous montrer un petit peu ce que j'ai créé côté illustration et ce que j'ai prévu, comment j'ai prévu de m'améliorer pour l'illustration. Et je me suis surtout concentrée sur la création de la capsule Patreon pour les mécènes de mars, que je vais envoyer du coup début avril. Donc si vous ne le savez pas, je tiens en tant qu'artiste un Patreon qui permet de soutenir la production de contenu gratuit comme ces vidéos, le podcast, qui permet de soutenir aussi mes productions artistiques, qui permet à Café aux Étoiles d'exister, de continuer de grandir. Et il y a deux paliers, en fait il y a plusieurs paliers en fonction de comment vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez me soutenir. Et les deux paliers les plus élevés reçoivent des lettres de papeterie de ma part envoyées par la poste. Et donc ce mois-ci, j'ai créé la lettre Patreon du mois d'avril, enfin du mois de mars, avec des magnolias pour le haïku du mois. Et en fait derrière j'ai écrit le petit mot de remerciement, là c'est vierge mais j'ai écrit le petit mot de remerciement. J'ai créé une branche de prunier et un petit oiseau, ça c'est avec Midjourney que je les ai faits. J'ai créé pareil, une petite planche pareil avec les branches de cerisier, les branches de prunier. Il y aura aussi une des 4 planches de l'éclat printanier qui sera donnée qui sera envoyée au thé d'exception. Pour les thés d'exception, j'ai créé en fait une carte postale / tirage d'art avec un bouquet printanier, mais avec des couleurs qui me correspondent, avec un haïku derrière. Alors elles sont pas numérotées mais elles sont signées. Donc c'est vraiment un peu à mi-chemin entre la papeterie et le tirage d'art.
pour l'été d'exception, en fait, pour qu'ils reçoivent, chaque mois ils reçoivent des choses un petit peu particulières, en plus de simplement la carte postale et la planche de stickers. Et puis après j'ai envoyé cette carte postale là. Ce qui m'amène à ce dont je parlais ce matin, c'est-à-dire le fait qu'avec chaque nouvelle création, j'essaye de m'améliorer un petit peu. Et donc pour donner quelques exemples, en 2022, j'avais ajouté en fait en haut des planches de stickers les haïkus. C'est-à-dire que dans les versions 2021, il y avait juste les visuels. Et je me rappelle, j'envoyais aux mécènes des haïkus à coller, mais à part en fait. Et en 2022, je me suis dit, tiens, si le haïku devenait un peu le titre de la planche quelque part. En 2023, je suis en train de refaire les différentes collections de papeterie créative de l'année dernière et en créer de nouvelles. Et j'ai notamment ajouté le fait d'avoir une palette de couleurs cohérente en fait. Et puis du coup de rajouter des petites choses à l'aquarelle comme ça. Donc là c'est des petites taches et dans l'autre c'est des petits traits, vous voyez, comme ça. Et vous voyez que les deux là, elles ont leur propre palette de couleurs. Et ça c'est une amélioration que j'ai apportée en 2023. De vraiment réfléchir à la couleur globale, à l'harmonie d'une planche plutôt que de juste mettre à côté les unes les autres des aquarelles que j'ai peintes, vous voyez. Du coup là avec la capsule de mars, ce que j'ai cherché à améliorer, et ce sera pour la prochaine vente du coup, parce que là j'ai pas eu le temps de l'implémenter pour la vente de printemps, c'est que j'ai implémenté des dos de cartes. Jusqu'à présent les cartes elles étaient vierges à l'arrière, voilà, et là je me suis dit, après tout c'est des cartes postales, peut-être qu'il y en a parmi vous qui les utilisent pour effectivement les poster telles quelles, et du coup j'ai rajouté ce petit détail supplémentaire qui sont les dos de cartes, donc les mécènes de mars vont recevoir ces cartes là avec leurs petits dos de cartes et il est fort probable que du coup lors de la prochaine vente qui se tiendra le 5 mai 2023, il est fort probable que les cartes postales qui seront proposées auront également un dos de cartes comme les mécènes. Donc en fait je teste à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau et si ça me plaît je le généralise et en fait ça améliore petit à petit la qualité de tout ce que je fais. Et là du coup comment j'ai envie d'améliorer la qualité de ce que je fais en tant qu'artiste, mon défi du moment en termes d'illustration, parce que là je vous ai montré en termes de papeterie, mais en termes d'illustration, c'est que j'ai envie d'apprendre ou de réapprendre ou d'affiner comment faire des compositions complètes. Plutôt que de simplement peindre un objet, vous voyez là par exemple, bon c'est une branche de cerisier sur une lune, mais ça reste une composition qui est très simple, ça reste un objet, et je vais continuer à en faire parce que j'ai envie de créer des choses qui sont assez simples, assez minimales, avec beaucoup d'espace blanc autour, etc. Je vais continuer à peindre des œuvres de ce type-là, mais j'ai aussi envie de peindre plus d'œuvres du type de ce que j'avais peint là avec le paysage de montagne, vous voyez. Vraiment quelque chose qui a qui a une composition globale et qui n'est pas juste un objet. Donc c'est des choses que j'ai déjà peintes par le passé. On peut s'inspirer soi-même de son propre soi passé. Ça permet de rester en lien aussi avec mon intention créative et mon style personnel quelque part. Donc il y avait notamment celui-ci, et il y en a un autre que j'ai amené, là il est un peu bougé dans le cadre, mais bon. C'est un original que j'avais proposé à la vente de Noël, qui n'a pas été vendu, et que du coup j'ai gardé pour ma déco personnelle. Et là vous voyez c'est une couronne en fait, c'est-à-dire que j'ai assemblé des objets, donc il y a des fleurs, il y a des branches de pin, des choses comme ça, des baies, que j'ai arrangées sous forme de couronne. Donc ça c'est aussi une sorte d'arrangement. Je me suis un peu pris des inspirations d'autres artistes, donc plusieurs types d'inspirations et plusieurs autres artistes, histoire de ne pas me retrouver à involontairement plagier la personne, vous voyez, pour vous donner une idée de ce que j'entends par là. Là par exemple j'ai plusieurs cartes postales, je suis abonnée au Patreon de Carolina Arevalo, qui est une artiste illustratrice, et qui envoie chaque mois des cartes postales. Et du coup, vous voyez qu'à chaque fois, alors elle, ses compositions, elles sont plutôt un peu géométriques, là vous voyez qu'il y a une sorte de mandala avec des tas de végétation en fait. Il y a des... elle a fait des ronds, des machins, mais le fait est que ça crée une composition. Elle fait des compositions aussi comme ça. Ça, moi, c'est des trucs que j'ai déjà essayé de faire, ou d'ailleurs la carte postale de Patreon, c'est une composition comme ça. Donc plusieurs objets, mais avec un fond, avec un thème, etc., qui crée une composition. Voilà, là par exemple, cette carte postale, je vais l'utiliser dans mon bullet journal du mois de mai, qui sera autour du thème du lotus et compagnie, lotus, nénuphar et tout ça. Là, vous voyez comment elle a utilisé le lotus bleu pour créer quelque chose de géométrique,
plutôt que de juste faire un lotus bleu au milieu, vous voyez. Ou encore là où c'est carrément un peu mandala, etc. Donc ça c'est un exemple de comment j'ai envie de réfléchir à faire des compositions. Un autre exemple c'est Mini Small, je suis aussi abonnée à son Patreon et je reçois aussi ses cartes tous les mois. C'est pour ça que ça me donne plein d'exemples. Et vous voyez là elle a imprimé un paysage désertique que je sortirai sûrement comme déco estivale dans ma maison. Et vous voyez il y a vraiment ce côté paysage un peu comme mon paysage à moi d'hiver là, c'est un peu le même concept. Ça à mon avis elle l'a fait à la gouache, elle fait beaucoup de gouache Mini Small. Ou un autre exemple que Mini Small avait envoyé une année, qui était quelque chose d'estival, avec l'océan, etc. Et enfin un dernier exemple, c'est des cartes postales que j'ai trouvées quand j'étais à Clermont. L'artiste s'appelle Sarah Leila Roux. Et là c'est pareil, elle a fait des espèces de mini paysages à l'aquarelle, donc du Puy-de-Dôme. J'en ai acheté 3 pour 3 saisons, là, été, automne et hiver. Pareil, je vais décorer ma maison avec. Et voilà un autre exemple de comment elle a fait une espèce de mini composition, un mini paysage que je trouve qui rend super bien là. Celui-là il est super beau, je trouve ça rend super bien la carte postale. Voilà pour les favoris de ce mois-ci tournés sous forme de vlog. Je me rends pas du tout compte du coup de la durée totale du vlog. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. En attendant, je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.